Qui, au sein de certaines angoisses, au fond de quelques rêves, n'a connu la mort comme une sensation brisante et merveilleuse, avec quoi rien ne se peut confondre dans l'ordre de l'esprit. Il faut avoir connu cette aspirante montée de l'angoisse, dont les ondes arrivent sur vous et vous gonflent comme mues par un insupportable soufflet. L'angoisse qui se rapproche et s'éloigne chaque fois plus grosse, chaque fois plus lourde et plus gorgée. C'est le corps lui-même parvenu à la limite de sa distension et de ses forces, et qui doit quand même aller plus loin. C'est une sorte de ventouse posée sur l'âme, dont l'âcreté court comme un vitriol jusqu'aux bornes dernières du sensible. Et l'âme ne possède même pas la ressource de se briser, car cette distension elle-même est fausse. La mort ne se satisfait pas à si bon compte. Cette distension dans l'ordre physique est comme l'image renversée d'un rétrécissement qui doit occuper l'esprit sur toute l'étendue du corps vivant. Ce souffle qui se suspend est le dernier, vraiment le dernier. Il est temps de faire ses comptes. La minute, tant crainte, tant redoutée, tant rêvée est là, et c'est vrai que l'on va mourir. On épie et on mesure son souffle. Et le temps immense déferle tout entier à sa limite dans une résolution où il ne peut manquer de se dissoudre sans trace. Antonin Artaud, L'ombilic des limbes. S'il est impossible de savoir la mort, est-il possible d'inventorier ces états limites dont parle Artaud, de les inventorier et de les étudier? Est-ce de bien comprendre justement ces états, ces processus de passage, que s'est assigné l'association française que vous présidez, Louis-Vincent Thomas? Je suppose que vous voulez parler de l'IANS. C'est l'Association internationale pour l'étude des états proches de la mort, qui effectivement a été fondée aux États-Unis en 1980 par un neurophysicien, un neurophysiologue plutôt, Kenneth Ring. Puis plus tard, il y a eu la création d'une société semblable en Angleterre par Lorimer, qui est plutôt psychologue, je crois. Et l'association française a été créée, voici bientôt 6 mois, donc sur le modèle de l'association américaine, et d'ailleurs sur les recommandations de Lorimer, qui nous a dit pourquoi il n'y en aurait-il pas une en France. Alors le problème c'est, bon, je suppose que la branche française est tout à fait autonome, mais a un certain nombre de rapports avec l'association américaine, mais c'est un axe de recherche ou de préoccupation relativement peu commun. Et alors la première question qui vient à l'esprit, c'est quels sont les gens qui peuvent être sensibilisés par ce type de problème, c'est-à-dire analyser les états proches de la mort. On verra d'ailleurs tout à l'heure que ça recouvre pas mal de choses. Et c'est intéressant de voir comment, par exemple, en France, cette association a pu se constituer, avec qui. C'est-à-dire qu'on est quand même relativement rigoureux pour l'acceptation des membres, et du moins de ceux qui font partie des conseils d'administration ou des groupes de recherche. On exige un niveau intellectuel au moins égal au DEA, c'est-à-dire au-dessus de la maîtrise. Mais les familles intellectuelles qui se regroupent au sein de notre association pourraient, je fais une distinction un peu caricaturale si vous voulez, se diviser en deux groupes. Ceux qui y recherchent une sorte de confirmation de leur spiritualité, de leur mysticisme et de leur espérance d'une survie, et montrant que la vie idéale, ce n'est pas celle que l'on vit ici-bas, mais celle qui sera méritée plus tard à partir de tous les avatars de notre moi, de notre soi inconscient. Et puis d'autres, au contraire, qui, enfin je ne sais pas, je dis pourquoi je dis au contraire, d'autres qui sont plutôt axés sur j'allais dire, la signification positive ou bien les preuves réalistes et qui vont utiliser une sorte de barème théorique disons plus conforme aux normes de la science. C'est un domaine nouveau de recherche, de psychologie, de profondeur et en même temps de communication entre les êtres et puis un élargissement du monde immédiat de celui dans lequel nous vivons. Et le point de départ a été surtout les récits qu'ont pu faire spontanément un certain nombre de personnes qui sont parvenues
je ne dirais pas qu'ils ont franchi le cap de la vie, comme l'ont affirmé certains, pensant qu'après ils sont ressuscités, mais des individus qui ont connu l'état de coma, qui sont allés très loin, peut-être jusqu'aux limites du mourir, qui en reviennent et qui décrivent les étapes de leur vécu. Et sur ce point, on commence à avoir une somme assez considérable de documents, particulièrement aux États-Unis, en Angleterre, en Islande, en France maintenant, et en Inde. Alors, si vous voulez, on va revenir là, sur ces témoignages, en quelque sorte sur le matériau sur lequel vous devez travailler. Mais en partie, d'ailleurs, vous avez répondu à l'autre question que j'allais vous poser, c'est-à-dire quels sont les buts que s'assigne cette association avant de voir les méthodes et le matériel sur lesquels travaillent les différentes personnes. But et vocation, en quelque sorte. Il s'agit d'une association régie par la loi de 1920 qui regroupe tous ceux qui sont intéressés par ce genre de phénomène, quelle que soit leur idéologie, quelle que soit leur opinion politique ou quel que soit même leur système de philosophie. Alors le but premier, c'est déjà de recueillir le nombre le plus important de vécus, de récits de ces États. S'il y en a beaucoup en Angleterre ou aux États-Unis ou en Inde, il y en a encore très très peu en France. Ensuite, c'est d'essayer non seulement donc de rassembler ces documents, mais de leur trouver une relative diffusion, d'essayer de tenter de leur fournir une explication, de voir quelles sont les variantes selon les sexes, les âges, les degrés de culture, les religions, les conditions physiologiques, la nature de la personnalité. Et puis alors, on a organisé notre association en 3 ou 4 sous-groupes d'études, l'un étudiant plus particulièrement le phénomène biologique ou neurophysiologique, l'autre s'intéressant plus particulièrement à la psychologie des profondeurs ou à la théorie des communications, un troisième à l'aspect sociologique, c'est-à-dire le rapport entre ces phénomènes et la société qui les génère. Et chaque groupe, par conséquent, se réunit et puis travaille un peu à sa manière. Par exemple, l'une des premières tâches qu'on a fait actuellement, c'est de constituer un questionnaire avec toutes les techniques rigoureuses du questionnement aujourd'hui, avec mise à l'épreuve des items, avec possibilité d'être ensuite interprété sur ordinateur, pour essayer de faire des enquêtes, soit en milieu hospitalier, on va essayer par exemple d'avoir des enquêteurs en cardiologie et surtout dans les domaines de réanimation à l'hôpital. Oui, parce que en fait, il y a au moins 2 orientations possibles, c'est-à-dire, enfin, concernant 2 types de matériaux. Premièrement, ce que vous avez déjà indiqué, c'est-à-dire les personnes qui ont fait l'expérience d'un coma prolongé, sinon dépassé, et qui, sortis de ce coma, récupèrent et ne présentent aucun déficit particulier et ont eu une expérience dont ils peuvent effectivement relater les impressions. Puis il y a par ailleurs, je présume, un autre aspect qui est ce vécu qu'on présume, dont on a déjà beaucoup parlé, y compris dans des civilisations beaucoup plus anciennes, ces états de passage, c'est-à-dire le moment où l'imminence de la mort existe. Mais alors là, pour recueillir le témoignage, ça doit être beaucoup plus difficile. On comprend bien le premier aspect. Le deuxième aspect, est-ce que vous espérez ramener, est-ce que, par exemple, l'association américaine, qui est plus ancienne que vous, a engrangé des témoignages de gens qui sont passés? On reçoit des témoignages très courts qui tiennent dans une lettre, et puis d'autres qui sont beaucoup plus longs et qui peuvent comporter 10, 20, 30, 40 et 50 pages. Mais ça, ce sont ceux qui sont revenus qui peuvent. Oui, bien sûr. Je parlais des autres. Non, mais on se demande effectivement comment... parce qu'il y a aussi un nombre très important d'individus qui, au moment où ils se réveillent, ressentent, mais très fugitivement, quelques petites choses. Ils sont incapables de les redire, tandis que d'autres, pour des raisons qu'on ignore, peut-être serait-il intéressant justement d'étudier ces différences de cas, sont capables d'apporter une précision, une minutie assez considérable dans la description. Mais ce qui frappe, c'est, j'allais dire, le quasi-parallélisme de toutes les descriptions qu'on a pu obtenir jusqu'ici,
et entre des personnes qui manifestement ne se connaissent pas, puisque les enquêtes comparatives ont pu être faites en Inde, par exemple, en Islande, en Angleterre et aux États-Unis, et le processus est relativement semblable, même si tout le monde ne passe pas exactement par toutes les étapes et ne les vivent pas exactement de la même manière, mais il y a, j'allais dire, un fond commun d'invariants qui est assez stupéfiant, d'autant plus stupéfiant que on s'est aperçu, et c'est aussi un des domaines qu'étudie Jans actuellement, c'est la relative similitude, compte tenu de symboliques différentes, entre ce vécu-là et ce qu'on peut retrouver dans la description, par exemple, du Bhagavad Gita, qui est un des grands livres de la pensée hindouiste, dans le livre des morts égyptiens, et plus encore peut-être, c'est le plus typique, et c'est pourquoi nous avons chez nous un ou deux Français qui sont des moines bouddhiques, qui sont devenus moines bouddhistes et qui s'intéressent beaucoup à ces phénomènes. Deux étudiants actuellement, qui sont docteurs en médecine, font également des stages dans des couvents bouddhistes. C'est la similitude avec les descriptions qui sont faites dans le Bardo Thodol, qui sont quand même des textes fort anciens, et également un certain nombre de parallélismes très étroits avec les descriptions des mythes tels qu'on les retrouve chez les grands mystères des initiés, et également une très grande ressemblance avec ce qui peut être provoqué d'une façon expérimentale. Je pense aux travaux de Graff aux États-Unis, qui est un neurophysiologue tchèque, émigré aux États-Unis, et à partir d'expériences réglementées avec le LSD, où il peut provoquer des états semblables à ceux qui seraient ici liés à la mort. Alors, c'est ce parallélisme avec compte tenu des différences, parce que justement, on se demande aujourd'hui s'il ne serait pas intéressant de savoir, parce que certains ont des NDE, ou NDE, c'est l'expression justement des états proches de la conscience, mais parfois aussi émis en français, état de mort imminente. La plupart du temps, se termine toujours par un état extrêmement agréable, et tellement agréable que les gens ne veulent plus revenir à la vie, et quand ils reviennent, ils détestent ce retour. Et ça, c'est un phénomène assez extraordinaire. Et d'autant plus, il y a aussi un autre phénomène moins extraordinaire, c'est l'impression de métamorphose que les gens ont vécue. Ils ne sont plus les mêmes après être passés par ces états, ils ne sont plus les mêmes quand ils reviennent à la vie, et certains deviennent plus ouverts, je ne dis pas plus intelligents, mais plus ouverts sur l'autre, plus généreux, accordant à la vie quotidienne beaucoup plus d'importance, et en même temps plus orientés vers la vie spiritualité, vers la vie spirituelle. Mais il y a des gens qui éprouvent en revanche des NDE douloureuses, difficiles, pénibles. Alors on s'interroge sur le fait de savoir qui ressent quoi, pourquoi, pourtant bien qu'un autre, selon quel facteur, quelle corrélation. Alors c'est pourquoi il faut qu'il y ait un nombre considérable de faits, puis qu'on puisse ensuite passer ces faits au crible de la critique, ce qui n'est pas facile, parce qu'il ne suffit pas de travailler scientifiquement pour faire de la science si le matériel recueilli est un matériel approximatif, subjectif et tout à fait aléatoire. Oui, c'est que, par exemple, le fait que les livres des morts tibétains ou égyptiens, etc., peuvent recouper certaines impressions que des témoignages qui sont actuels portent également, c'est une façon d'identifier des faits qui peuvent en effet se présenter comme relativement homogènes. Alors l'explication qu'en donne le livre des morts est une explication à caractère spiritualiste, bien entendu, et on peut tenter de trouver une explication physiologique ou psychologique. C'est un peu ce que vous disiez d'ailleurs. Oui, certains, bien sûr, trouvent là une condition de justification d'une vie mystique, et particulièrement tous ceux qui optent aujourd'hui, ils sont de plus en plus nombreux en France, pour ces systèmes de pensée orientaux, tels que le Tao par exemple. Mais il y en a d'autres aussi qui se demandent si il y a même une explication au bas je vais dire au ras du sol, mais elle est utilisée par très peu de personnes, qui consisterait à dire qu'il s'agit d'états anormaux provoqués par l'anoxie du cerveau, c'est-à-dire le fait que pendant un certain temps, le cerveau il y a une espèce de trouble de la circulation de l'oxygène au niveau enzymatique, et une espèce
d'hyperapnée des états altérés de conscience, mais d'autres vont donner des explications de type peut-être, j'allais dire, psychanalytique, se demandant s'il n'y avait pas là une sorte d'attitude de défense, d'ultime défense du cerveau profond que l'on connaît très mal. On s'intéresse beaucoup au cortex, mais le cerveau profond, on l'appelle le cerveau reptilien, ou on ne sait pas trop, Oui, et le cerveau toutes les des affects, structures sous-corticales. on ne Oui, les bien connaît sûr. pas trop. Alors, on se demande s'il n'y aurait pas ici une sorte, euh, devant la menace de la mort, une sorte de dissociation de la conscience, des états corporels, avec une modification de la perception du temps, un temps qui se dilate, ou au contraire, qui se raccourcit très vite, avec une espèce de retour à des images ancestrales, soit de type paternel, soit de type maternel, d'où l'être de lumière, par exemple, qui est le type même de l'imago au sens de Freud, soit peut-être aussi ce sentiment océanique de retour à la mer, d'où l'impression de bien-être, de chaleur, de lumière et de rare bonheur Hmm. qu'éprouvent les gens. D'autres auteurs ont pensé à utiliser la théorie holographique, autrement dit, l'état pré-mortem serait serait semblable à un mécanisme holographique, qui est le domaine, vous savez, des vibrations de haute fréquence, où l'espace et le temps s'effondrent, et le mouvement rapide, par exemple, que l'individu semble vivre dans un tunnel, pourrait être justement le brusque passage de ce monde tridimensionnel de la réalité quotidienne à un univers de type holographique, où l'espace et le temps, je dis, sont abolis, et où la fréquence vibratoire élevée aboutit à interpréter autrement le vécu quotidien. Oui, d'ailleurs, on dit Euh, aussi quelquefois que cet état, justement, d'imminence de la mort, provoque une espèce de récapitulation de des la visions totalité de la panoramiques, vie. justement. Oui. Alors, c'est ce Mm. fait qu'il n'y a plus d'espace et de temps, d'où la décorporation, par Mm. exemple. Et puis, comme il n'y a plus d'espace et de temps, nous vivons en synchronie, ce qui normalement a existé en diachronie, et automatiquement, il y a cette récapitulation. Alors, ce qui est très drôle, c'est que selon que l'on est, disons, orienté vers une explication positive, ben, on dira que ceci est un état altéré de conscience qui est lié peut-être à des modifications, j'allais dire, du circuit électrique de notre cerveau et peut-être des modifications des enzymes, ou bien on pourra dire aussi que c'est lié tout simplement à des phénomènes pathologiques, hein. Mais d'autres diront au contraire, mais non, mais pas du tout. D'ailleurs, on sait aujourd'hui que si on excite le lampe temporale avec une sonde électronique, on peut provoquer une impression de vision panoramique. Mais d'autres diront, mais pas du tout. La meilleure preuve, c'est que dans cette vision panoramique, où l'on voit aussi l'être de lumière, celui-ci nous invite à penser la signification de notre vie, savoir si elle a été bonne, si elle a été mauvaise, et qu'est-ce qu'il faut le devenir. Et au fond, c'est le thème universel du jugement dernier, de Mm. la pesée des âmes. Ah, il y a toujours une version mystique ou une Mm. version d'ordre scientifique. Alors tantôt elle se rapproche, tantôt elle se sépare. Oui, de même qu'il y a la possibilité d'une conscience détériorée ou d'une surconscience, puisque Exactement. ce Mais phénomène peut être ce considéré comme qui l'un ou est, l'autre. ce qui est quand même surprenant, c'est maintenant la somme colossale de documents que l'on possède sur cette question, et c'est la relative similitude des États, l'état de décorporation, puis ce transport extrêmement rapide avec ou sans bruit dans le tunnel, dans le noir, puis subitement cette rencontre avec une espèce de lumière, de soleil, qu'on dira l'être de lumière, alors que les uns appelleront le Christ ou la Vierge s'ils sont chrétiens, et d'autres Shiva s'ils appartiennent à une civilisation hindoue. Ce sont des récits qu'on peut aussi lire au travers de rapports de rêves. Il y a Oui, des rêves de gens qui ne sont ni morts ni en train de mourir, qui rêvent un rêve nocturne ordinaire, cette espèce de trajectoire, comme une espèce de fusée dans le noir et aboutissant à... oui, oui. Ce sont des relations qui existent également dans le rêve. Justement, et c'est un phénomène aussi qu'on essaie d'étudier, c'est que d'après, c'est Moody qui a lancé l'affaire, si j'ose dire, hein, les premiers travaux de Moody, La vie après la vie par exemple, et une nouvelle leçon sur la vie après la vie.
mais qui lui a montré que c'était des phénomènes propres au vécu du mourir. Mais depuis, on s'est aperçu que de tels phénomènes pouvaient exister ailleurs, comme par exemple dans les techniques de rêve éveillé, ou bien, comme je vous le disais, dans les épreuves données par la drogue. Mais il y a aussi des personnes qui, à un certain moment de leur existence, peut-être après un stress, on ne sait pas, éprouvent les NDE. Alors qu'ils ne sont pas du tout en péril et en danger de mort. Ou la méditation aussi, quelquefois. Alors, les phénomènes de méditation profonde, transcendantale, donnent des choses semblables. Alors ça se termine à la fin, évidemment, par une véritable apothéose, un sentiment de lumière, de connaissance, de bonté, de générosité et d'amour. Alors c'est là que le langage mystique de l'amour, de la fusion dans la totalité de l'être et toute la phénoménologie que l'on retrouve dans la civilisation orientale va ici retrouver ses droits. Tout de même, vous avez dit tout à l'heure qu'il y avait des personnes qui avaient le vécu inverse, c'est-à-dire le vécu désagréable. Il y a des personnes, alors elles semblent plus rares, mais il y a des personnes pour qui le NDE est quelque chose de redoutable, de mauvais, de pénible, d'atroce même. Il semble que statistiquement, il soit très inférieur, mais ça peut exister aussi. Alors justement, on s'interroge qui peut avoir et pour quelles raisons des NDE désagréables, et ensuite quel est le coefficient de métamorphose réelle apporté au sujet. Mais il y a des personnes, par exemple, qui ne rencontrent pas les gens de la famille venant au-devant d'eux et leur dire non, c'est trop tôt, ton moment n'est pas venu, il faut retourner. Presque tous, au contraire, ont l'impression, d'abord, un moment désagréable quand ils entendent le médecin qui annonce le verdict de mort, puis subitement, ils voient leur corps, disons, dans le lit de mort ou bien sur la table d'opération, et leur esprit, leur soi, leur conscience, ça dépend à quelle philosophie on appartient. Donc il y a des corporations. Alors l'essence de l'être voit le corps, donc ce phénomène de décorporation. Et alors après, on est plus ou moins, disent les uns, porteur d'un corps insolite, d'un corps subtil. C'est ce corps qui se transporte dans ce tunnel. Mais cette idée de tunnel, elle apparaît partout, c'est extraordinaire. C'est-à-dire que la psychanalyse pourrait dire que c'est un retour régressif c'est une régression. À la naissance et par conséquent à la renaissance. Hein. C'est une aspiration à la renaissance. Mais ce sont les conclusions de Stéphane Grof à propos du LSD. Mais là, j'ai sous les yeux, pour vous dire, une enquête de Ringt assez intéressante sur 102 patients. Eh bien, 60% flotte dans l'espace, ont une impression d'apaisement et en même temps subissent cette décorporation. 37, sentiment d'ineffabilité, 37% la décorporation et l'extracorporéité, 23% le tunnel, 16% la chaleur céleste, l'être de lumière, la cité de cristal, l'amour, la joie, la paix, le bonheur, et 8% seulement rencontrent des parents décédés. C'est la seule statistique, la première statistique qui a été faite sur cette question. Et c'est assez intéressant de voir qu'il y a un schéma général, mais sur ce canevas, il y a de nombreuses broderies très très différentes. On en est encore au stade de la recherche fondamentale, pourrait-on dire. Et cependant, moi, j'étais déjà en train de penser à des applications possibles. C'est-à-dire que vous savez qu'actuellement, la gériatrie, la gérontologie s'intéresse beaucoup aux états des grands vieillards et au passage. C'est-à-dire comment est-ce que... il se peut qu'un certain nombre d'aspects qui pourraient être découverts dans ce type de recherche permettraient d'améliorer le passage, j'entends, du point de vue psychologique. J'entends pas d'un point de vue strictement médical. C'est-à-dire, par exemple... l'approche de la mort pourrait être positivée sans manipulation particulière, simplement pour une meilleure connaissance de ces processus. Vous trouvez que c'est possible, connais ça un médecin français qui s'occupe de soins palliatifs, qui lui-même n'adhère pas tellement à ce genre de croyances ou de connaissances, mais il y a malgré tout des récits, donc il faut en tenir compte, et qui très souvent, assez mourants, et quand ces mourants éprouvent des difficultés, un stress particulièrement pénible, leur racontent des récits de ce genre pour leur montrer que, après tout, mourir, ce n'est peut-être pas si terrible que cela, que la mort peut se faire dans l'apaisement, dans la sérénité, et ils leur donnent des exemples de récits de NDE. Après tout, c'est une croyance comme une autre qui peut peut-être avoir une valeur pédagogique, et peut-être que ça peut aider
effectivement les gens à mourir apaisés. Comme ça peut aussi, puisque nous avons dans notre groupe des psychologues, sociologues, anthropologues, physiciens, neurophysiologues, beaucoup de médecins et aussi bien sûr des prêtres et des bouddhistes par exemple, parce que les bouddhistes sont très très importants dans cette affaire. Et je crois que du langage de toutes ces personnes, à propos de phénomènes semblables, peut jaillir, sinon la lumière, du moins une connaissance élargie de l'homme. C'est dans ce sens que moi, je crois que le phénomène est intéressant. Non, je crois que c'est une approche de l'homme qui doit être tentée avec beaucoup de prudence, parce qu'il faut se méfier évidemment de l'intervention d'un très grand nombre de charlatans, puisque c'est un domaine où il y a une espèce de grande gratuité, mais où le sérieux de certaines enquêtes et de certaines expériences de laboratoire peut montrer l'infinité des ressources de notre cerveau, ce que nous ignorons encore aujourd'hui beaucoup.